Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour notre dernier numéro de Contraste avant notre interruption estivale, toujours en compagnie de nos partenaires de RCFM et de Corse Matin. En juin 2021, il quittait la scène électorale après la rupture de l'Union nationaliste et l'échec de son parti Corsica Libre évincé de l'Assemblée territoriale. Cette défaite d'une tendance politique représentée de façon ininterrompue depuis 1984 avec la perte de représentativité élective marquait un tournant important dans le paysage politique corse dans un contexte où les rapports avec l'État étaient toujours empreints de méfiance malgré un calme relatif. Depuis, la situation a fortement évolué pour les partis et leurs responsables, et si notre invité du jour a disparu de la scène électorale, il reste toujours un militant politique présent dans les débats. L'ancien président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamone, est aujourd'hui l'invité de ce nouveau numéro de Contraste. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Guy Talamone, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, en retrait depuis 2021, disais-je, moins exposé au feu médiatique, votre parole est plus rare et n'en a que plus d'intérêt, surtout dans le contexte nouveau depuis dimanche soir, où les cartes sont rebattues et l'avenir politique plus qu'incertain. Alors, vous délivrerez votre parole à Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Guillaume Padovani de Corse Matin. Bonsoir à vous Guillaume. Jean-Guy Talamone, vous avez été élu durant 29 ans à l'Assemblée territoriale, dont 6 ans en tant que président. Vous êtes aujourd'hui en retraite, vous n'êtes pas absent de la vie politique. Comment est-ce qu'on vit un tel changement ? À titre personnel, on le vit avec bonheur, s'agissant de mon cas en tout cas. Bon, effectivement, moi j'ai été avant même d'ailleurs d'être élu à l'Assemblée de Corse, j'ai été responsable depuis l'âge de 16 ans, donc d'être d'un coup en situation de pouvoir, sans se demander si tout le monde est d'accord, dire son point de vue, c'est quelque chose de cette liberté déjà que je ne connaissais plus depuis l'âge de 16 ans, parce que c'est vrai, quand vous êtes responsable, vous devez vous assurer que tout le monde est d'accord, que ce que vous allez dire fait consensus chez vous, etc. Bon, donc c'est vrai que cette liberté dont je n'abuse pas, parce que je n'ai pas l'habitude de déclarer des choses extravagantes, mais enfin, quand on me demande mon avis, je le donne, et puis surtout, bon, ma vie personnelle est beaucoup plus simple aujourd'hui, évidemment. Et à défaut de responsabilité dans votre famille d'origine, aujourd'hui Nazione, votre parole compte ? Écoutez, je ne sais pas si ma parole compte, c'est pas moi qu'il faut le dire. Bien sûr, je l'exprime à l'interne, et puis je l'exprime aussi de façon publique lorsque je suis sollicité, ça m'arrive régulièrement. Mais enfin, bon, ce recul, moi personnellement, c'est vrai que c'est une liberté, c'est aussi beaucoup de temps pour faire des choses qui m'intéressent, comme avocat, comme enseignant-chercheur à l'université, et je fais des choses très intéressantes. C'est aussi une manière de faire de la politique, d'enseigner et de faire de la recherche. Vous n'êtes pas un simple militant, en tout cas. Je suis militant de base de Corsica Libre, aujourd'hui de Nazione. Bon, j'ai été longtemps responsable, aujourd'hui je suis militant. Vous vous considérez comme simple militant, mais vous ne l'êtes pas. Dans les faits, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas considéré comme un simple militant. Votre présence aujourd'hui sur le plateau de Contraste le prouve. Je suis sollicité sans doute plus que d'autres militants, mais enfin, je veux dire que ma parole n'engage pas Nazione, et même si, évidemment, en tant que militant de Nazione, je partage les orientations, en tout cas pour l'instant, de ce nouveau mouvement qui a pris la suite d'un certain nombre de courants, et notamment de Corsica Libre, qui était le courant principal. Eh bien, nous allons en parler dans la deuxième partie. On entre dans le vif du sujet avec l'actualité politique et ces élections européennes qui viennent de se dérouler avec la victoire de l'extrême droite et l'annonce dans la foulée de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Vous n'avez pas pris position durant cette campagne électorale. Alors pourquoi et comment est-ce que vous analysez ce scrutin au plan national et en Corse ? Alors, nous avons pris une position s'agissant des élections européennes. À l'abstention. Nous avons appelé à l'abstention. Bon, nous n'aurons pas quand même, je dirais, la prétention de dire que cette abstention massive que l'on a consultée en Corse est due exclusivement à notre mot d'ordre. Mais enfin, bon, nous y avons participé. Moins massive qu'en 2019, cependant. Oui, moins massif qu'en 2019, mais enfin, il y a quand même un décalage de 10 points avec ce qui s'est passé de l'autre côté de la mer. Bon, les Français ont voté davantage. Bon, cela dit, bon, nous avons un engagement européen.
à titre personnel, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais j'ai été même président de la Commission des Affaires européennes à l'époque où nous étions encore dans l'opposition, donc au début des années 2000. Donc l'engagement européen demeure intact. Mais c'est vrai que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, cette Europe de la finance, cette Europe des États constitués, qui nie les véritables nations, on l'a vu avec l'affaire de la Catalogne en 2017, cette Europe complètement maîtrisée par le Nord qui méprise le Sud, hein, ça aussi c'est un décalage véritablement... Oui, ça c'est l'Europe, mais les listes, il y en avait 38, alors, il n'y en a pas une qui trouvait grâce à nos yeux. Non, véritablement. Et puis, il faut dire que la façon dont la règle est imposée, 5% à l'échelle de la France, tout cela empêchait véritablement un projet national comme le nôtre de s'exprimer, et pas seulement le nôtre du reste, hein, parce qu'il y a d'autres peuples sous tutelle qui se sont retrouvés, je dirais, sans représentation ou sans possibilité d'être représentés. Donc voilà, nous avons appelé à l'abstention, d'autant que cette affaire électorale était une affaire surtout franco-française, en fait. Hein, et on voit d'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de l'Europe. Hein, depuis le résultat des élections, on ne parle plus de l'Europe du tout. Ça a été rapidement on a oublié que c'était des élections européennes. Ça a été rapidement plié. Bon, du fait de la dissolution décrétée par Emmanuel Macron. Vous avez appelé à l'abstention. En revanche, la majorité territoriale, je pense notamment à son leader, Gilles Simeone, n'a pas pris position. Est-ce que vous comprenez cette position ? Jean-Christophe Angelini, lui, le maire de Porto Vecchio, tu as appelé carrément à voter pour la liste de la majorité présidentielle, la liste conduite par Valérie Ayé, au motif que cette liste-là défend l'autonomie de la Corse. Écoutez, je pense qu'il faut leur demander, il faut demander à l'un et à l'autre. Je demande à l'observateur. Mais en tant qu'observateur, moi, en tant que militant, nationaliste, je réprouve les deux attitudes, effectivement. Je pense qu'il faut, à un moment donné, prendre position et, si possible, ne pas prendre position pour ceux qui sont en train de vous martyriser. Je ne comprends pas que l'on puisse soutenir non plus le camp d'Emmanuel Macron. Et je ne comprends pas qu'on puisse aussi rester muet. D'ailleurs, c'était je dirais sans doute une abstention de parole qu'il faudrait analyser comme sans doute une espèce de soutien tacite. En tout cas, ça a été analysé comme ça par beaucoup. Pensez-vous que le silence de Gilles Simeone a une responsabilité dans finalement dans le score très large du Rassemblement national? Est-ce qu'il n'a pas laissé un vide finalement? Écoutez, pour répondre à votre question... Pour prolonger la question, est-ce qu'il n'aurait pas dû appeler à voter contre le Rassemblement national? Bon, il ne vous a pas échappé que je n'étais pas le porte-parole de Gilles Simeone. Et par ailleurs, pour répondre à votre question, je crois que les responsabilités de Gilles Simeone dans la situation actuelle sont suffisamment lourdes pour qu'on ne ajoute pas celle-ci, parce qu'effectivement, ça a peut-être eu un rôle, mais enfin, je pense que, d'abord, la responsabilité de Gilles Simeone, bien sûr, il est président de l'exécutif, donc elle doit être analysée, et y compris d'ailleurs par les électeurs demain. Cela dit, on ne peut pas non plus réduire un problème politique à une question de personne. Moi, je le dis parce qu'on va sans doute avoir à revenir sur un certain nombre de sujets. Moi, je ne fais pas d'attaque. On ne parle pas de personne, on parle de responsabilité. Non, mais je préfère le dire parce qu'on va parler de sujets dans lesquels la responsabilité du président de l'exécutif est vraiment engagée davantage que dans cette affaire électorale. Des choses beaucoup plus graves, et je tiens à préciser dès l'abord que moi, ça n'est pas la personne de... Vous savez, les hommes changent en bien, en mal, parfois en bien, hein, donc la question n'est pas là. Et puis moi, je suis avocat, je ne suis pas procureur, donc... Quand on parle de Gilles Simeone, on parle du chef de file de la majorité territoriale, on ne parle pas de l'homme. On parle surtout, enfin, moi je parle pour moi, je m'en doute que pour vous, il n'y a pas de volonté d'attaquer personnellement qui que ce soit, puisque vous êtes journaliste, mais y compris de notre point de vue, en tout cas du mien, hein, moi je dis les choses très clairement, moi ce sont les démarches politiques que j'apprécie ou pas, que je peux juger sévèrement dans certains cas, mais je pense que ça n'est jamais une affaire personnelle. Je préfère le dire donc en début d'émission. Alors le score de Bardella quand même est assez impressionnant encore. Alors c'est pas la première fois que le Rassemblement national sort en tête. Il prend beaucoup à droite. On a vu les résultats d'ailleurs de la liste de droite, mais il prend aussi chez les nationalistes et en particulier aussi dans l'électorat le plus populaire. C'est souvent le vôtre.
Comment est-ce que vous expliquez ce vote? Écoutez, le nôtre, je ne suis pas... L'électorat populaire, certainement que nous avons un fort enracinement dans l'électorat populaire. Maintenant, de dire que Bardella a pris chez nous à Nadion... Quand on fait plus de 60% dans certains bureaux des quartiers sud de Bastia, forcément, il y a des gens qui ont voté à la fois et nationalistes et aujourd'hui Rassemblement national. Nationalistes, oui. Je pense sincèrement que notre courant n'est pas le plus affecté par ce genre de transfert de voix. Sincèrement, ne serait-ce que pour les positions très claires que nous avons prises dans de nombreuses situations. Je pense notamment à l'affaire des migrants, de l'affaire de l'Aquarius, etc. Je pense que cette partie de l'électorat-là n'a pas beaucoup de sympathie, de manière générale, pour le courant que nous représentons. Je crois que Corsica Libera puis Nazione ont toujours été très clairs aussi sur ces questions-là. Nous ne partageons mais strictement rien avec l'extrême droite. Alors comment vous expliquez ce vote au Rassemblement national? C'est quoi? C'est une angoisse identitaire? Je crois qu'il y a sans doute une angoisse identitaire. Je crois qu'il se traduit au scrutin locaux par un vote nationaliste et ensuite au scrutin nationaux par un vote au Rassemblement national. D'abord, il y a des tendances très lourdes qui affectent tout l'Occident, même pas seulement l'Europe, mais tout l'Occident. On voit aux États-Unis ce qui se passe, et les craintes pour les prochaines élections, etc. On voit ce qui se passe à côté de chez nous en Italie. Mais en fait, l'électorat est souvent l'opinion est souvent désorientée parce que ceux qui ont été aux responsabilités pendant des années ont aussi dévasté le champ politique. Si on prend l'Italie, Berlusconi, par exemple, ça a été effectivement la voie royale pour de nouvelles aventures et mésaventures institutionnelles. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Ça n'est pas très rassurant. Mais en France, on a eu... on a eu un certain nombre, on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, etc. Mais on a eu Macron. Alors Macron, quand même, a érigé la trahison en mode de gouvernement. Il a composé ces différents gouvernements exclusivement en incitant à la trahison des personnes. Et pas... non pas en essayant de les convaincre, parce qu'on peut toujours changer d'avis politiquement, pourquoi pas. Ça n'est pas trop notre cas, mais pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment l'intérêt personnel qui a été mis en avant. Lorsqu'on vous dit on va vous mettre ministre, jusqu'à Madame Dati, qui a dit la vérité à un moment donné, qui a dit mais le parti de M. Macron, c'est le parti des traîtres. Et puis ensuite, lorsqu'on lui a fait la proposition elle-même d'être au gouvernement et donc de trahir, à son tour, eh bien, elle l'a fait. Donc, je veux dire... Nicolas Sarkozy l'a fait avant lui. Et Nicolas Sarkozy l'a... Alors, la différence, c'est que lorsque Nicolas Sarkozy l'a fait pour M. Besson, pour M. Kouchner, M. Besson a été traîné dans la boue, notamment par vos confrères. Mais alors, je me souviens même d'une une du Point, les traîtres de Judas à Éric Besson. Donc, ça voulait dire qu'à l'époque, ça choquait encore. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe tout à fait, mais pas seulement d'ailleurs de l'autre côté de la mer, entre nous, parce que lorsque l'on recrute des gens qui ont toujours professé des idées complètement hostiles, qui étaient dans des camps complètement opposés, et qu'on dit non, mais après tout, Simodou Tigoursi, mais bien sûr, Simodou Tigoursi, mais à un moment donné, les idées doivent avoir leur place, et je crois que les idées n'ont plus leur place, ni en France, ni en Corse. Et c'est pour cela que le champ politique est complètement dévasté. Je voudrais rester sur l'extrême droite encore, c'est l'opposition du mouvement nationaliste. On se rappelle lorsque Le Pen venait, il ne pouvait même pas faire atterrir son avion. Mais là, il y a un nouveau mouvement qui s'est créé, qui se réclame du nationalisme et qui s'appelle Paladino. Mais il est extrêmement critique à l'égard, je dirais, des partis et des mouvements nationalistes. Tiers-mondistes, ça vous concerne, et wokistes, ça concerne plutôt Gilles Simeone. Qu'est-ce que vous répondez à ça et comment vous appréciez l'apparition de ce mouvement d'extrême droite? Écoutez, nous en prenons acte. C'est dans l'air du temps, je le disais, pas seulement en Europe, mais dans tout l'Occident. Effectivement, il y a l'intrusion de ce nouveau parti. Il va défendre ses arguments devant les électeurs, et puis ensuite, bien entendu, ces arguments seront discutés. Bon, la menace de l'islam en Corse et la menace du wokisme, je ne suis pas sûr que ce soit au cœur des préoccupations des Corses aujourd'hui. Mais en tout cas... Et pourtant, dans les zones rurales, je pense notamment au Niol, etc., on a des scores
Oui. énorme Oui, du Rassemblement national. Mais pas Paladine. Non, mais je pensais le vote d'extrême droite. Je parlais du vote d'extrême droite, puisque on parle du Rassemblement national, il faut aussi ajouter le vote Zemmour, qui a plus de 8% chez nous. C'est vrai. Ouais. Non, mais bon, moi je parlais effectivement d'un champ politique qui a été dévasté, d'un esprit public qui a disparu. Bon, et effectivement, lorsque l'opinion publique est désorientée, elle peut effectivement se lancer dans les bras. Il réclame du nationalisme corse. Alors, bon, écoutez, nous ne délivrons pas des labels de nationalisme, mais si on analyse les choses de manière un petit peu objective, un nouveau mouvement qui a des connexions revendiquées avec l'extrême droite française, d'ailleurs le courant de M. Zemmour, c'est revendiqué, donc c'est pas du tout, je veux dire, un procès d'intention, c'est quelque chose... Bon, qui dit que la Corse n'a pas été colonisée, ce que ont toujours dit tous les nationalistes, depuis Edmond Simeoni jusqu'au FLNC, en passant par tous les courants. Bon, nous, sincèrement, ne serait-ce que la connexion avec l'extrême droite française, qui était nos pires ennemis, qui voulait d'ailleurs nous exécuter, nous couper la tête. À une époque, la peine de mort pour les terroristes, nous en faisions partie. Bon, nous pensons évidemment qu'on n'est pas dans le champ du nationalisme. Après, on ne peut pas empêcher les gens de se dire nationalistes s'ils veulent, mais on peut dire aussi que... Il a été, en tout cas. Mais bien sûr, mais... Et encore une fois... Je parle de Nicolas Batigny, évidemment. Bien sûr, mais... Et puis personne ne le conteste. Et puis, autre chose, je pense qu'on n'a aucune efficacité en traitant les gens de fascistes. C'est pas. Je crois qu'il faut discuter les idées. Discuter les idées dans le respect, bien entendu, si ce respect est réciproque. Mais sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas une identité corse à défendre? C'est ce que prône la Moussa Paladine. Mais l'identité corse à défendre, les nationalistes la défendent, mais également d'autres élus. Jean-Martin Mondologne est-il nationaliste? Jean-Martin Mondologne est pour la langue corse, la culture corse, je le connais, c'est quelqu'un qui est a des idées très avancées en la matière, notamment sur l'officialité. Et il ne se dit pas nationaliste. Alors, corsiste peut-être. L'ancien maire d'Ajaccio, actuel député, aussi, était pour la langue corse. Est-ce qu'il est nationaliste? Il ne se dit pas nationaliste. Donc, on peut mettre dans le nationalisme un peu tout le monde si on met Paladine. Mais cela dit, encore une fois, s'ils veulent se définir comme nationalistes, ça n'est pas un problème. Encore une fois, nous ne définissons pas des labels. Ce que nous faisons en revanche, c'est nous discutons les idées. Il faut discuter les idées. Et Paladine, eh bien, ce sera arbitré par les Corses. Et tout cela doit se faire de la manière la plus paisible possible dans le débat public. Après cet intermède européen, on va avoir l'épisode législatif puisque l'Assemblée nationale a été dissoute. Comment est-ce que vous, Nadione, vous allez aborder ce scrutin? Est-ce que vous serez présent? Est-ce que vous serez présent partout? Alors, la question est actuellement en cours de discussion, toujours à l'heure où nous Il faut faire vite, dimanche. Oui, mais c'est toujours en discussion. Bon, c'est vrai que ces législatives interviennent dans un moment particulier, avec des conditions très particulières, y compris pour se présenter, pour préparer sa campagne, pour la mener, donc un temps très court. C'est particulier, c'est beaucoup une affaire franco-française aussi cette fois-ci, non pas les législatives de manière générale, mais cette fois-ci, puisqu'on voit bien que l'enjeu essentiel, c'est plutôt ce qui va se passer à Paris. Après, c'est vrai que nous avons été présents, notamment lors de la dernière élection législative, en tout cas dans la circonscription de Bastia. Bon, nous allons encore vous pensez quoi? En débat. Moi, personnellement. Écoutez, moi, je réserve à cette heure, parce que je réserve ma position, je dirais, aux militants à l'interne, c'est logique. Mais je pense qu'il y a des arguments pour et des arguments contre qui sont tout à fait sérieux. Bon, je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qui va se passer après les législatives et ce que va devenir la Corse et ce que vont devenir les relations entre la Corse et Paris. Fais-moi Gours, en début de semaine, a appelé à un large rassemblement. Vous êtes sensible? Non, mais je ne donnerai pas de réponse parce qu'il ne m'appartient pas. Nadione s'exprimera. Mais c'est quand même assez extraordinaire parce que d'appeler à la convergence patriotique corse lorsque l'on a détruit dans les urnes. Non, mais voilà. Et appeler à la convergence patriotique pour sauver des postes de députés, je veux dire, là, on n'est pas au niveau des enjeux politiques. C'est quelque chose même d'assez extraordinaire. Bon, j'ai trouvé effectivement cet appel assez étonnant. Mais enfin, bon, en tout cas, je ne donnerai pas, moi, de réponse parce qu'il ne m'appartient pas de la donner. Mais c'est quand même extraordinaire parce que ceux-là même qui ont détruit une majorité nationaliste en laquelle les Corses avaient investi
une confiance qui était massive. On l'a vu en 2015, on l'a vu en 2017. Ceux-là même qui ont détruit viennent nous dire aujourd'hui, mais il faut se réconcilier parce qu'il y a les élections législatives qui arrivent et nous sommes en difficulté. Non, sincèrement, tout ça n'est pas sérieux, n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Corses, je crois. Donc pas de désistement, je dirais pas républicain, mais national. Je ne me prononcerai pas sur ce point, mais je trouve vraiment la démarche déplacée. Bon, que peut-il se passer maintenant si d'aventure le Rassemblement national, comme c'est tout à fait possible, accède aux responsabilités? Première chose, évidemment, le processus politique. Bon, visiblement, on ne peut pas dire qu'il disparaît, mais enfin, c'est tout comme... Il est enterré vivant, comme dirait Andrea Vasi. Vous le regrettez? Ça peut vous arranger? Nous arranger, non, mais je pense que, sincèrement, sur ce point précis, ça peut arranger la Corse. Bon, nous avons été les seuls à... C'est une voix discordante, mais nous avons dit clairement que ceux que l'on nous proposait de valider, et ceux qu'ont validé d'ailleurs à Beauvau, un grand nombre de responsables politiques de Corse, ça n'était pas une avancée pour la Corse, mais c'était un recul. Et nous le maintenons. Et nous le maintenons avec une argumentation qui est, nous semble-t-il, purement factuelle. C'est à la fois un peu technique, mais en même temps, c'est pas si difficile à comprendre. Pour pouvoir traiter les sujets qui sont importants, en tout cas pour les nationalistes, c'est-à-dire la langue, c'est-à-dire le foncier, c'est-à-dire l'emploi. Pour traiter ces questions, la corcisation des emplois, bien sûr, ou la protection de notre patrimoine foncier, il faut être autorisé dans la Constitution française à déroger aux principes constitutionnellement garantis. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans l'article 74, notamment pour la Polynésie française. Vous avez une mention des domaines dans lesquels il peut y avoir des dérogations, c'est-à-dire en matière d'emploi, protection de l'emploi local, en matière de foncier, protection du patrimoine foncier, en matière d'installation des entreprises sur le territoire polynésien. Donc, c'est prévu dans la Constitution. Donc, à partir du moment où cela n'est pas dans l'écriture constitutionnelle, nous ne pouvons pas, nous, prétendre à mettre en place un statut de résident. Donc, c'était les fameuses lignes rouges. En plus, le gouvernement français a affiché la couleur dès la première minute lorsqu'il y a eu l'agression, l'assassinat d'Ivan Colonna et donc l'arrivée de M. Darmanin parlant d'autonomie. Autonomie sans, évidemment, à travers ces lignes rouges, il devenait impossible de faire droit aux demandes principales des nationalistes en matière de langue, en matière de foncier, etc. Bien. Donc là, dans l'écriture constitutionnelle que l'on nous a proposée et qui a été acceptée par certains, eh bien, non seulement il n'y a pas de mention, comme je vous l'ai dit, qui nous aurait permis de déroger, mais il y a, par précaution, le gouvernement français a ajouté une phrase qui dit que l'Assemblée de Corse ne pourra pas être habilitée dans chaque fois qu'un principe constitutionnellement garanti sera en cause. Ça veut dire qu'ils ont pris la précaution d'écarter explicitement tout ça. Le contraire de l'article 74. Le contraire. Et ça veut dire que non seulement il n'y aura pas d'avancée, mais qu'en plus, toute avancée ultérieure sera entravée par cet article. Donc nous disons que cet article ne doit pas... S'il est en définitive, ce qui paraît douteux aujourd'hui, mais s'il est véritablement intégré à la Constitution, c'est un recul pour la Corse. Donc nous ne sommes pas tellement attristés de voir qu'aujourd'hui... Mais là, on parle de quelque chose, effectivement, qui est dépassé, puisque ce processus, peut-être, en tout cas, pour quelque temps, est caduque. Oui, d'accord, mais ça en dit long quand même sur ce qui a été fait et validé par les institutions de la Corse. Cela dit, Jean-Guy Talabonne, vous avez conscience que si le Rassemblement national confirme aux législatives anticipées son score des européennes et qu'il l'emporte, là, le recul sera encore plus important. Là, on parle même pas d'autonomie light, puisque vous semblez qualifier le processus actuel, enfin l'ex-processus de version light de l'autonomie. Ah, même pas. Ça n'est pas du tout une autonomie. D'ailleurs, pour tous les juristes de la Terre, l'autonomie, c'est le transfert du pouvoir législatif. Mais avec le Front National, le Rassemblement National, il n'y aura rien de tout ça. Il n'y aura probablement rien de tout ça. Mais bien sûr que nous sommes très attentifs à ce qui se passe à Paris, parce que notre sort en dépend aussi. Bien. Maintenant, évidemment, les nationalistes et les autres, et les Corses, auront aussi, à un moment donné, à se mettre en ordre de bataille pour faire face à toutes les situations. Mais, encore une fois, là, c'est une situation nouvelle, mais la situation qui existait jusqu'à dimanche soir, et quand même, elle a été validée. Elle a été validée par les institutions de la Corse. Les cartes sont rebattues, mais il va être difficile de reprendre la main.
il va être difficile de reprendre la main. Moi, je crois que la volonté populaire, lorsque elle est claire, lorsque les conditions de cette clarté également sont installées dans l'espace public, lorsque l'on ment, lorsque l'on finalement laisse les idées au rang des, je dirais, au magasin des antiquités, parce que c'est ce que l'on a vu en France, mais c'est ce que l'on a vu en Corse aussi. De quelles idées a-t-on débattu ces dernières années ? Quels fondamentaux ont été défendus ces dernières années ? On a vu une espèce de gestion, d'ailleurs de mauvaise qualité du reste, puisqu'on voit bien le résultat, notamment en termes financiers. Là, vous parlez de la gestion de la collectivité de Corse. Oui, je n'aurais pas la cruauté de revenir de manière détaillée sur la question, mais sincèrement, bon. Bon, la gestion, n'est pas à l'honneur de la majorité actuelle. Mais sur le plan politique, c'est-à-dire le plus important pour des nationalistes, c'est-à-dire le rapport à Paris, mais je veux dire, ça a été une position de connivence, voire de soumission, le refus obstiné d'engager un rapport de force, mais un rapport de force de quelle nature ? Parce que nous, ce que nous avons proposé lorsque nous étions dans la majorité, et ce que nous avons proposé d'abord à l'interne, et puis ensuite de manière publique, dès 2018, dès la conférence de presse d'Ajaccio, à la rentrée de septembre 2018. Ce que nous avons dit, c'est pas il faut faire des batailles de rue, il faut qu'il y ait des bombes, c'est pas du tout ça. Nous avons dit, voilà, nous avons tout en main sur le plan institutionnel, nous avons les syndicats principaux avec nous, nous avons le milieu associatif qui est avec nous, nous avons les élus consulaires, enfin nous avions tout à ce moment-là. Mais établissons un rapport de force serein mais ferme, avec Paris. Nous pouvons empêcher Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation. Mais à l'époque, nous aurions pu empêcher le préfet d'exercer les responsabilités en Corse, parce que les vraies responsabilités sont restées entre les mains du préfet. Bon, et la position donc, du cours Grandval, c'était une position de sous-préfecture, en gros. Bon, et nous ne l'acceptions pas, nous l'avons dit. Nous aurions pu, à ce moment-là, exercer... Bon, nous n'avons pas été suivis... et puis ensuite, il y a eu ce qui s'est passé en 2021 avec la rupture de l'Union, rupture unilatérale. Bon, c'est un immense gâchis. Mais est-ce que... Un immense gâchis qui a déçu les Corses. Et je crois que là, la responsabilité, effectivement, de ceux qui ont pris cette décision sur les votes que l'on constate aujourd'hui en Corse, la responsabilité est très grande. Parce que les Corses sont aujourd'hui désorientés. Et ça se traduit également. Est-ce que la situation actuelle ne vous arrange pas, au final ? C'est-à-dire, évidemment, politiquement, bien sûr, évidemment, le processus est en très mauvaise voie et il sera sans doute abandonné. Mais est-ce que, finalement, votre courant, Nadjoan en l'occurrence, ne se trouve pas en bonne position lorsqu'il est en opposition, finalement, frontale avec le pouvoir en place et avec une volonté d'occuper, finalement, le terrain revendicatif dans une situation qui est aujourd'hui extrêmement troublée. Oui, notre volonté n'a jamais été d'être dans un affrontement, dans une position frontale à l'égard de qui que ce soit, et même de Paris. Nous, ce que nous espérions, c'était effectivement qu'il y ait, après les victoires électorales de 2015 et surtout de 2017 à la majorité absolue, qu'il y ait une volonté de dialogue, de redéfinir les relations entre la Corse et Paris. Ça ne voulait pas dire l'indépendance demain matin, mais ça voulait dire à un moment donné qu'on discute. Quand même, les Corses avaient voté de manière majoritaire et à la majorité absolue pour une liste qui était officiellement nationaliste, c'est-à-dire qui se revendiquait de la nation corse. Bon, c'était quand même un fait politique. À Paris, on l'a ignoré. Et à Ajaccio, nos partenaires pensaient que par une attitude en montrant patte blanche, par une attitude de soumission, et y compris d'ailleurs en déférant aux injonctions parisiennes, y compris d'ailleurs sur la rupture de l'Union. C'était demandé par Paris et accepté par Femago. Il y a une contradiction que j'ai relevée dans vos propos.
sur cet épisode-là. Vous dites, nous, dès 2018, nous disions il faut établir un rapport de force avec Paris. Nous n'étions plus d'accord avec les autres partenaires de la majorité territoriale. Et puis vous regrettez la rupture de cette union de manière unilatérale. C'était à vous, à la limite, de quitter cette union. Non, parce que vous n'étiez pas d'accord. Nous savions que cette union était importante pour les Corses. Mais encore une fois, ils avaient... Si vous n'étiez plus d'accord. Non, mais d'accord. Mais cet accord-là, nous le recherchions. Nous avons discuté. Nous sommes revenus à la charge. D'ailleurs, on ne nous a jamais dit... on nous a jamais dit en face, non, mais votre idée est très mauvaise, nous allons, nous, être dans une attitude de conciliation avec Paris. On nous a dit non, mais il faut faire les choses progressivement, etc. Mais en fait, il ne venait rien. Et la stratégie qui était mise en place et que nous voyons évidemment se mettre en place, c'était des discussions, en espérant que les appels larmoyants au dialogue réitérés toutes les fins de mois à l'Assemblée de Corse allaient convaincre Paris. Il a fallu, pour l'ouverture du dialogue, qui d'ailleurs était un dialogue calamiteux, mais quand même, pour que M. Darmanin arrive et qu'il parle d'autonomie, il a fallu l'assassinat d'Ivan Colonne. Sinon, eh bien, je crois que Femagoursiga aurait toujours continué ses appels au dialogue qui étaient méprisés par Paris. Mais ce mépris s'était couru d'avance. Encore une fois, vous savez, si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que la France, ni en Corse ni ailleurs, n'a jamais rien cédé sans qu'il y ait une pression politique. Parfois même plus qu'une pression politique, mais au moins une pression politique. On le voit, toute l'histoire nous enseigne cela. De penser que quelque chose allait venir de la bienveillance parisienne, bien, je veux dire, c'est ne pas connaître l'histoire de la France, ne pas connaître l'état d'esprit de ce que l'on appelle à tort ces élites, c'est le mépris, c'est l'arrogance. On voit d'ailleurs cette arrogance se déchaîner aujourd'hui en Kanaki, contre nos frères que l'on assassine, nos frères Kanaks que l'on assassine, d'ailleurs que l'on assassine dans un silence terrible des élus de la Corse, et particulièrement des élus nationalistes. Mais enfin, comment peut-on ne pas réagir lorsque l'on voit ce qui se passe aujourd'hui en Kanaki, alors que l'on se prétend par ailleurs humaniste, etc. L'humanisme, ça se démontre. Ça ne se réaffirme pas uniquement par des paroles. On arrive à la deuxième partie de l'émission. Pour parler du mouvement nationaliste, on a déjà commencé, mais dans sa globalité, donc autonomiste et indépendantiste confondus. Alors, son arrivée au pouvoir en 2015 dans l'union la plus complète ne laissait pas forcément imaginer une implosion générale 6 ans plus tard, et pourtant, l'histoire de cette mouvance nous enseigne tout le contraire. Le rappel avec Marc-Antoine Renouch, on regarde. Ce 20 août 1982, lorsque l'Assemblée de Corse se réunit pour la première fois de son histoire, 8 personnalités autonomistes prennent place dans ses rangs. Le Partito du Popolo Corso de Dominique Alfonsi et surtout l'Unione du Popolo Corso d'Edmond Simeoni réalisent un bon score pour un premier scrutin régional. Les indépendantistes ont eux décidé de ne pas se présenter, fidèles au slogan du FLNC, à savoir non aux institutions françaises. Mais en 1984, la stratégie est différente. Le mouvement corse pour l'autodétermination obtient 3 sièges, à parité avec l'UPC, un peu plus de 5% des voix pour chaque liste. 2 ans plus tard, première union entre autonomistes et indépendantistes. La liste UPC-MCA remporte 6 sièges, une alliance qui va se poursuivre en 1987 où l'élection est rejouée en Haute-Corse. Cette convergence entre nationalistes va durer plusieurs années. Elle est sans doute aussi une réaction à la ligne politique dure de l'État, portée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua. À la fin des années 80 et au début des années 90, l'entente va s'étioler, puis voler en éclats. En 1992, les nationalistes réalisent un excellent score de 25% au second tour. Ils sont pourtant divisés entre la liste MPA et celle de Corsica Nation. Mais les rivalités de pouvoir et les règlements de compte internes vont laisser des traces au sein du mouvement. Aux élections de 1998, les nationalistes, désunis comme jamais avec un total de 6 listes, s'écroulent électoralement. Le temps et la politique chaotique de l'État, incarnée cette fois-ci par le préfet Bonnet, permettent de reconstruire petit à petit une certaine cohérence. Jusqu'en 2004 où une nouvelle alliance naît, la liste Unione Nazionale obtient 8 sièges. En 2010, le rapport de force électorale, jusqu'ici plutôt favorable aux indépendantistes, va s'inverser au profit des autonomistes de Femagoursiga. Presque 26% des voix au second tour à eux seuls. Une dynamique qui entraînera l'ensemble du mouvement nationaliste vers la victoire historique des territoriales de 2015. L'union d'entre-deux tours entre Femagoursiga et Corsica Libera fera basculer le sort de l'élection. Cette coalition nommée Peagoursiga atteint son apogée en 2017 avec un véritable raz-de-marée électoral. Mais presque inexorablement, le spectre de la désunion va ressurgir.
2021, 4 listes, 2 autonomistes et 2 indépendantistes sont même présentes sur la ligne de départ. Celle de Gilles Simeoni, qui a donc fait cavalier seul, remporte l'élection et décroche surtout la majorité absolue. Cette période de dislocation est-elle seulement un énième soubresaut qui conduira finalement les nationalistes à se retrouver ? Ou sommes-nous passés à une autre phase du mouvement, où l'union n'est plus qu'un lointain souvenir ? L'actualité récente fait plutôt pencher la balance vers la deuxième hypothèse. Jean-Guy Talemol, savez-vous ce que l'on disait du mouvement trotskiste en France lorsque celui-ci avait pignon sur rue? Un trotskiste, c'est un parti, 2 trotskistes, c'est une tendance, et 3 trotskistes, c'est une scission. Ça pourrait bien s'appliquer au mouvement nationaliste parfois, non? C'est un peu sévère pour les trotskistes et très sévère pour nous. Cela dit, bien sûr que. Mais oui, notre histoire, c'est aussi ça. C'est des erreurs politiques qui ont été commises, dont nous sommes tous comptables d'une certaine manière. Et bien entendu, ce qui est important, c'est l'avenir. Bon, là, on voit, évidemment, quand on voit ça, c'est un immense gâchis. Je parle de la dernière séquence. On voit l'enthousiasme, on voit ce qui était vraiment ce que les Corses attendaient de nous. C'était même d'ailleurs disproportionné par rapport à ce que nous pouvions faire. On voyait des gens nous arrêter dans la rue, véritablement nous tenir des propos qui étaient même gênants, parce qu'on se disait, mais comment on va pouvoir être à la hauteur de ces attentes? Et des gens même qui ne votaient pas nationalistes, qui n'avaient même pas voté aux dernières élections, quelques heures avant, mais qui finalement étaient happés par cet enthousiasme. Bon, plus qu'une élection, c'était une révolution. Une révolution. Bon, tout cela a été gâché. Bon, on ne va pas revenir, parce que tout ça a été dit, analysé, et puis l'histoire jugera. Je crois qu'elle sera sévère, je pense, à l'égard de ceux qui ont cassé tout ça. Mais cela dit, l'avenir, c'est le plus important. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas 2 nationalismes irréconciliables, pour paraphraser quelqu'un? Non, il n'y a pas 2 nationalismes irréconciliables. Ce qu'il y a, ce sont véritablement 2 tendances qui sont différentes. Il y a ceux qui sont nationalistes et qui en tirent toutes les conséquences. Et une nation, c'est une nation libre d'elle-même, libre de disposer de son avenir. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'on peut être une nation et puis être sous la tutelle française. Mais nous avions analysé tout cela, nous avions décortiqué dans des réunions interminables. Nous avions, bien sûr, trouvé un accord qui était, nous allons ensemble jusqu'à tel point, et puis ensuite, chacun reprendra sa liberté. Justement, chacun l'a repris, cette liberté. Alors non, mais chacun l'a repris dans des conditions qui étaient, à mon avis, mauvaises, et sans que l'objectif commun n'ait été atteint. Et aujourd'hui, on voit que non seulement il n'était pas atteint ces derniers temps, et il était hors de portée ces derniers mois, mais aujourd'hui, il n'est plus question de rien à l'heure où nous parlons, malheureusement. Donc, il aurait fallu que nous puissions arriver ensemble à un véritable statut d'autonomie pour la Corse, qui aurait été pour les uns une étape, c'est-à-dire nous, et pour les autres un aboutissement, c'est-à-dire les autonomistes. Bon, en fait, la cohérence donc de notre union était, je crois, très large, très large. Bon, cette cohérence, aujourd'hui n'existe plus, et pourtant. Mais pourquoi? C'est une question de pouvoir, parce que visiblement, sur le fond, vous êtes à peu près d'accord sur 90% des choses. Alors peut-être la finalité, vous êtes indépendant. La finalité est importante. Mais est importante. Oui, bien sûr. Et je crois que avant d'y arriver, il y a quand même un passage. Je crois que l'indépendance, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est une éventualité qui est encore, je crois, regardée avec davantage d'intérêt qu'il y a seulement quelques mois. Et je peux vous dire que... C'est-à-dire, expliquez. Et je crois que la démarche autonomiste, c'est quand même largement l'échec. Parce que le vote de dimanche ne montre pas une tendance pour aller vers l'indépendance. Le vote de dimanche, le vote de dimanche, je crois qu'il s'exprime sur des sujets qui sont tout à fait différents. Sur des sujets tout à fait différents. Non, s'agissant de l'indépendance, moi je crois que les Corses aussi cherchent maintenant une voie pour... Vous pensez qu'il y a aujourd'hui une aspiration des Corses à l'indépendance? Moi je crois qu'il y a une aspiration des Corses pour demeurer ce qu'ils sont, c'est-à-dire une communauté, un peuple venu du fond des âges et qui est menacé aujourd'hui de dilution. Quand je vous dis cela,
Vous savez, moi je ne vais pas trahir, bien sûr, le secret de certaines discussions que j'ai en aparté avec des responsables qui ne sont pas des nationalistes, qui sont des élus de droite, des élus de gauche, et même parfois qui ont été antinationalistes, et qui le sont d'une certaine manière, en tout cas dans le champ politique public, qui le sont toujours, et qui disent, oui, c'est vrai que là, on est en train d'être complètement dilués. Ils sont inquiets par la dépossession immobilière, comme nous le sommes nous. Ils sont inquiets par la disparition programmée de notre langue si nous n'obtenons pas les moyens de la sauver. Ils sont inquiets par ces 4500 à 5000 nouveaux arrivants tous les ans, parce que ça, c'est la dilution assurée. Et je veux dire, cette dilution fait peur. Là, c'est un problème identitaire, si vous voulez, mais en tout cas, il y a une... Ce qui justifie en partie la naissance de Bossa Paladis. Mais en partie, mais bien entendu, et peut-être même d'ailleurs, pour partie, le vote, même si c'est mais totalement... Jean-Guy Talamon, l'argument est ancien, mais... Non, mais l'argument est ancien, mais la situation, aujourd'hui, elle est bien pire qu'il y a quelques années. L'argument que je vais vous d'accord, soumettre pardonnez-moi, est ancien, je pensais le mien. Mais... à l'heure où deux blocs s'affrontent, à savoir la Russie, l'Occident, la guerre au Proche-Orient, une angoisse généralisée et une crise identitaire profonde au sein de l'Occident, est-ce que vous pensez que justement la question de l'indépendance de la Corse est quelque chose de saillant parmi les Corses, au moment de cette angoisse internationale et de cette tension extrême à l'international? Moi, ce que je disais simplement, je ne dis pas que les Corses seraient prêts à voter dimanche pour l'indépendance, c'est pas ça que je disais. Je disais simplement que l'idée indépendantiste est aujourd'hui encore plus une éventualité sérieuse, et nous allons le démontrer qu'elle ne l'était il y a seulement quelques années ou quelques mois, parce que la démarche autonomiste a échoué assez lamentablement, parce qu'il y a effectivement une angoisse sur ce que va devenir le peuple corse, et je le disais, cette angoisse, elle est partagée par beaucoup de Corses qui ne sont absolument pas nationalistes, qui ne l'ont jamais été. Donc je crois que la proposition indépendantiste, elle aura dans les mois et les années à venir... Oui, il faut qu'elle se matérialise. Mais aujourd'hui, politiquement, vous êtes divisés tous. Alors, comment est-ce que vous pouvez... Et même les indépendantistes, vous êtes divisés. Oui, en plus. Tout à fait. Alors, on en vient à... Comment est-ce que vous pouvez concrétiser ça au sujet de l'avenir du mouvement national, puisque je crois que ça faisait partie de ce dont nous devions discuter aussi. Moi, je vais m'exprimer à titre personnel sur ce point. Moi, je suis persuadé qu'il devra y avoir une nouvelle convergence nationaliste dans l'avenir. J'en suis persuadé, parce que je crois aussi que c'est la démarche normale pour atteindre la souveraineté, alors partielle pour les autonomistes et totale pour nous, mais quand je dis totale, dans le cadre de l'Union européenne, une autre Europe, mais de l'Union européenne. Les Corses n'ont jamais, les nationalistes corses comme les nationalistes catalans ou les nationalistes écossais n'ont jamais manifesté le moindre désir de quitter l'Union européenne. Vous savez, vous parlez de géopolitique. Je ne pense pas que l'appartenance à la France nous mette à l'abri de quoi que ce soit. En revanche, effectivement, une Europe puissante, oui, au contraire, parce que la base de Solensar nous met en première ligne. Hein, voilà. Donc, et nous n'avons aucun levier pour décider de quoi que ce soit. En revanche, une Europe puissante sur le plan économique, mais sur le plan également militaire demain. Ça pourrait être autre chose. Bon, donc nous, notre engagement européen, je l'ai dit, reste intact. Mais s'agissant, je dirais, de la façon dont les nationalistes pourraient se faire entendre demain, et les indépendantistes au sein des nationalistes. D'abord, il faut que les indépendantistes pèsent davantage que ce qu'ils n'ont pesé jusqu'à présent, parce que c'était la colonne vertébrale du nationalisme. C'était effectivement, en termes d'idées, mais écoutez, tout ce dont on discute aujourd'hui, c'est quand même le courant indépendantiste qui l'a amené. Lorsqu'on parle du statut de résident, il apparaît quelque chose de tout à fait... Puisqu'aujourd'hui, par-delà même les nationalistes, tout le monde considère que c'est le moyen de protéger le foncier encore. Mais jusqu'au début des années 2010, la seule formation qui se prononçait pour le statut de résident, qui l'avait élaboré, c'était Corsica Libera. Souvenez-vous qu'au début des années 2010, il y a eu les assises du foncier, que... D'abord, Jean-Baptiste Luccioli, il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Et ensuite, Paul Giacobbi se sont prononcés pour le statut de résident, et que ça n'est qu'à ce moment-là que Femagor-Siga s'est prononcé pour le statut de résident. Et il a été voté sur la mandature de Et il a été mandaté sur la mandature. Mais alors... Mais là aujourd'hui, vous prenez une convergence des nationalismes. Mais comment on y vient à cette convergence? Dans vos propos, vous êtes si sévère qu'on voit mal comment vous pourriez discuter demain avec... je peux vous le dire. Ce que je pense personnellement. Bon, après, il appartiendra à Nadion et de
le dire collectivement ou de dire autre chose. Moi, je crois que la première des choses, pour que l'on puisse arriver à une nouvelle convergence, ça serait que toutes les organisations nationalistes fassent ce que nous avons fait, nous, à Nazione, donc Corsica Libera et puis ensuite Nazione, à savoir procéder à un renouvellement des dirigeants. Et j'allais vous dire, est-ce que c'est pas une question d'homme? Et je crois que c'est important. Non, mais bien sûr, c'est aussi une question d'homme. Mais pourquoi? Mais parce que moi, j'ai fait partie. C'est un message subliminal que vous envoyez à Philippe Simeoni. Non, c'est pas subliminal. Non, c'est pas subliminal. Moi, je le dis très clairement. Moi, je suis. Vous savez, moi, il m'arrive d'envoyer des messages subliminaux, comme tout le monde. Mais ça, c'est un message très clair. Moi, je crois que. Mais encore une fois, moi, je ne fais pas une affaire de personne. Je dis. Collectivement, ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités dans les autres courants du nationalisme, ce sont les mêmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, etc. Nous en avons... Et j'ai œuvré pour que, dans mon courant, il y ait un changement. J'ai été, sur ce point-là, assez insistant. J'ai moi-même, d'ailleurs, immédiatement pris une initiative qui était de me mettre en second rang. Bon, je ne suis pas... Je ne suis pas parti, il n'en est pas question. Mais, et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui, aujourd'hui, sont aux commandes, comme Petranto, Tomasi, comme Josefa Giacometti, il y en a d'autres. Bien. Si, dans les autres courants, la même chose se passe, je crois que tout sera plus facile. Parce que, pourquoi? C'est très simple. Pourquoi? Parce que nous avons, nous, été à un moment donné concernés par des contentieux, par des discussions, par parfois des manœuvres calamiteuses, comme celles que l'on a vues ces dernières années. Je ne suis pas sûr que nous ayons des responsabilités partagées à égalité, sincèrement. Parce que je crois que les fautes politiques n'ont pas été du côté de Corsica Libera ni de Nazione qui vient de naître. Je crois vous avez partagé pourtant le pouvoir. Nous avons partagé le pouvoir, nous avons sans doute commis nous-mêmes des erreurs, mais je pense que les erreurs qui ont été commises, c'est-à-dire d'avoir installé une démarche de connivence avec Paris, de soumission à Paris, ça a été vraiment manquer le coche au moment où nous avions toutes les cartes en main. Alors je crois que pour l'avenir, et je pense que ce sera important, pour l'avenir, je pense qu'il faudrait qu'il puisse y avoir un dialogue et une reconstruction, mais je ne suis pas sûr qu'avec les mêmes, que cela puisse se faire. Je l'espère, bon, personnellement. Et puis, encore une fois, moi, jette la pierre à personne en particulier. Je dis que globalement, il faudrait procéder à un renouvellement. Ça peut dire faire du jeunisme. Ça peut être même des militants plus anciens aussi. Mais ceux qui ont été en première ligne, comme moi, devraient aujourd'hui peut-être se mettre un petit peu en retrait tout en apportant leur contribution. C'est ce que j'essaye de faire modestement. Alors le 28 janvier dernier, vous avez porté sur les fonds baptismaux Nazione, qui est dans la lignée de Corsica Libera. Alors, en lisant votre texte, on ne peut quand même s'empêcher de faire le lien avec la stratégie qui avait été mise en place dans les années 80 avec les contre-pouvoirs, le triptyque, lutte armée, lutte de masse et lutte institutionnelle. Mais est-ce qu'on peut copier une telle démarche 40 ans après dans un contexte politique qui est différent? Écoutez... Nous ne prenons pas une stratégie lutte armée, lutte de masse. La lutte armée, c'est le FLNC qui en décide. Le FLNC, d'ailleurs, qui a pris une décision, qui était une décision historique en 2014. Manifestement, le FLNC avait... je lis ces textes, comme vous-même. Manifestement, ça n'était pas une démarche conjoncturelle. C'était une démarche stratégique. C'était une décision irréversible, manifestement. Et puis, Paris n'en a tenu aucun compte, y compris lorsque les nationalistes ont gagné les élections. Et puis, y compris une partie du mouvement national a tout fait pour gâcher les acquis. Parce que finalement, c'est le FLNC qui a permis la victoire de 2015. C'est le FLNC qui, en 2014, a pris la décision qui a permis les victoires de 2015 et de 2017. Gilles Simeoni est aussi un peu pour quelque chose. Et il a apporté une contribution en termes électoraux. Mais personne ne songe à le nier. Personne ne songe à le nier. Mais sans la décision du FLNC, il n'y aurait pas eu cette union. Et sans cette union entre les deux tours en 2015, il n'y avait pas de victoire. Donc, tout cela a été gâché. On est devant ce gâchis. On est devant un champ de ruines. S'agissant du mouvement national, s'agissant d'ailleurs du champ politique corse. Il faut reconstruire.
je pense qu'il faut maintenant commencer à envisager l'avenir, et peut-être envisager l'avenir avec... Envisager l'avenir en regardant dans le rétroviseur et en utilisant des méthodes du passé. Mais les méthodes... C'est-à-dire en reformulant, par exemple, la lutte armée... La lutte armée, il appartient au FLNC de dire ce qu'il veut faire, et moi je ne suis pas ici je ne suis pas le porte-parole du FLNC, ni même de Nazione. Je dis simplement que c'est pas Nazione qui décide ça. Vous avez dit que la page était tournée à l'époque. Définitivement, en plus. Mais c'est ce que le FLNC lui-même avait déclaré. Et c'est ce qu'il pensait probablement, ce que ses dirigeants pensaient probablement, et ses militants. Ce n'est plus d'actualité. Mais écoutez, à en juger par un certain nombre d'événements de ces derniers mois, mais, encore une fois, je n'ai pas vu de déclaration de guerre non plus. Encore une fois, je ne suis pas là pour répondre sur cette question-là, parce que je n'ai pas autorité pour répondre sur ces questions-là. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a eu un gâchis, c'est qu'on en est revenu à une situation très conflictuelle, y compris donc avec cette dimension-là de lutte armée. Bon, c'est pas une stratégie qui a été décidée comme ça par Nazione. Vous dites Nazione, je regarde, Nazione est solidaire. Nous avons toujours été solidaires, comme Corsica Libre a été solidaire du FLNC, comme Corsica Nazione et comme la Concolta. Bien, nous n'avons jamais changé de ce point de vue-là. Une solidarité à l'égard de personnes qui luttent avec des moyens différents, avec des Corses qui luttent avec des moyens différents, mais pour la Corse. Il y a un élément sur lequel il semble que vous ayez évolué dans votre discours, ça concerne la communauté de destin. Alors c'est une notion avancée à l'époque, en 88, par le FLNC, et qui n'avait jamais été remise en cause depuis. Mais lors de la création de Nazione, certains porte-parole, Jean-Philippe Antonine pour ne pas le citer, ont avancé le fait que la notion aujourd'hui n'avait plus de sens. Pedranto Tomasi a un peu rééquilibré les choses par la suite. Est-ce que c'est une notion qui est en voie d'abandon pour Nazione? Très clairement, je n'ai pas du tout l'impression à Nazione. Et encore une fois, moi, je suis pas le porte-parole de Nazione. J'ai entendu ce qu'avait dit donc Jean-Philippe Antolini, j'ai entendu ce qu'a dit Pedranto Tomasi, et je n'ai pas du tout l'impression que Nazione veuille abandonner. Ce qui a été dit, et notamment par Pedranto Tomasi, c'est que aujourd'hui, il y a un problème qui est un problème de la fameuse machine à fabriquer des Corses, comme on l'a dit. Bon, alors l'image est un petit peu éculée, mais enfin, on comprend bien ce que ça veut dire. À un moment donné, il y avait des gens qui arrivaient d'Italie, de France, et en une génération, ils devenaient Corses. Parce que la langue, il fallait la parler, pour travailler en milieu agricole ou pour travailler dans le bâtiment, il fallait parler corse. Et c'était la langue qui était la machine à fabriquer les Corses. Cette langue est affaiblie, la culture corse qu'elle porte, que la langue porte, est affaiblie également. Donc il y a vraiment un problème. Et puis on nous envoie aussi 4500 à 5000 personnes tous les ans. Donc cette machine aujourd'hui, elle est en panne. Donc est-ce qu'il faut abandonner la notion de communauté destin? Alors je ne le pense absolument pas. Et je suis, moi, toujours évidemment sur cette position. Est-ce qu'il faut remettre la machine en route? Oui, il faut créer les conditions pour que l'on puisse encore fabriquer des Corses à partir ne serait-ce que de ceux qui sont déjà là et qui viennent d'ailleurs. Il faut effectivement... Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment la remettre en route? Comment la remettre en route? Ça, c'est pas nouveau. Nous l'avons dit. D'abord, effectivement, il faut contrôler les flux migratoires, quels qu'ils soient. Nous avons toujours été sur cette position. Vous pouvez regarder depuis la Concolta, Corsica Libre, Corsica Nazione et avant. Bon. Il faut contrôler les flux migratoires parce que c'est vrai qu'on ne peut pas supporter ce régime de 4500 à 5000 nouvelles arrivées aujourd'hui. Mais encore une fois, quand je vous dis ça... Et ces arrivées ne viennent pas de l'extérieur de la France. Oui, non, mais de l'extérieur de la France. Elles viennent de l'extérieur de la Corse. Pour nous, c'est ça le plus important. Voilà, d'accord, oui, alors il faut préciser. Parce quand on parle de flux migratoires, on pense à des étrangers. Non, mais oui, des étrangers, oui, à la Corse. Oui, on est bien d'accord. Ça, c'est une position politique. Non, mais c'est une position politique, oui. Mais vous savez, encore une fois, quand je parle, et je vous disais, avec des gens de droite, de gauche, je parle des élus, avec qui j'ai gardé de très bonnes relations, parce que j'ai été président de cette assemblée pendant 6 ans, et donc on s'appelle, mais ils me disent, oui, c'est vrai, là, il y a un problème, on a un problème, comment on va faire? Bon, comment on va faire? Alors je dis, mais déjà, commencez par dire publiquement autre chose que ce que vous dites, déjà. Bon, alors ça, c'est compliqué, parce qu'il y a aussi la maison mère à Paris, bon, vous savez comment ça se passe, bon. Mais je peux vous dire que tout le monde est inquiet par rapport à ça. Donc on ne fabrique plus des Corses, ça c'est vrai. Il faut relancer. Alors comment on relance la machine? Effectivement, déjà, contrôler les flux migratoires, encore une fois, c'est trop aujourd'hui, c'est trop.
c'est trop, 5000, c'est Comment trop. vous pouvez les contrôler? Il faudrait attendre l'indépendance pour pouvoir les contrôler. L'indépendance, pas nécessairement. Bon, je vois par exemple en Catalogne, il y a une participation. Non, il peut y avoir une participation des autorités, y compris dans le cadre d'une autonomie, des autorités donc de la région autonome. Il peut y avoir une participation donc à la gestion des flux migratoires. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, il faut déjà. Mais par exemple, pour limiter les venues des gens qui arrivent de la région PACA, parce que ce sont les plus nombreux. Hein, oui. Comment on fait mais encore une fois... Peut-être le statut de résident, c'est davantage réaliste. Encore une fois, il y a le statut de résident, il y a la corcisation des emplois, toute chose qui pourrait être rendue possible, comme en droit français. Ça existe dans l'article 74. Mais nous n'avons pas l'article 74, il n'a jamais été question de nous le donner d'ailleurs. Donc, ce sont des choses qui sont possibles en droit français. L'emploi, on agit sur l'emploi, on agit sur le foncier, sur l'acquisition du foncier, on peut demain, y compris agir sur les flux migratoires, parce que, encore une fois, il peut y avoir participation dans le cadre d'une vraie autonomie, il peut y avoir participation des autorités corses à cela. Bon, on en est loin à l'heure où je vous parle. Et puis, il y a aussi la question culturelle et la question linguistique. Bon, notre langue, c'est elle qui fabriquait des Corses. C'est ça la machine, la fameuse machine, c'était la langue qui portait la culture, parce qu'une langue porte aussi la culture de la société. Bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même plus les Corses parlent le corse. Les Corses, oui. Beaucoup de Corses ne parlent plus le corse. Beaucoup de Corses, voilà, oui, plus exactement. Beaucoup de Corses ne parlent plus le corse. Et parce que cette langue-là, aujourd'hui, Paris s'obstine à ne pas lui donner les moyens de son développement. Attendez, vous avez toujours cherché Paris. Mais pourquoi ici, pas grand-chose n'a été fait en faveur de la langue les Basques, les Catalans, avant d'avoir leur statut d'autonomie, ont développé une pratique et puis une étude de la langue avec les Icastola, etc. Oui. Ici, on n'a jamais rien vu de tout ça. Sur la question de l'enseignement, parce que ce sont deux choses quand même un peu différentes. Il faudrait distinguer, même si c'est lié, mais distinguer la question de l'enseignement et la question du corse dans la société. Ce sont deux choses qui sont différentes, deux questions distinctes. Sur la question de l'enseignement, le choix qui avait été fait par les nationalistes et par les enseignants nationalistes, etc., depuis des dizaines d'années maintenant, ça a été le public, en fait, à la différence des Basques ou des Bretons, qui, eux, les Icastola ou les écoles ensuite dans le public. Oui, tout à fait. Mais il y a eu ce choix. Et puis, après, il y avait aussi, sans doute aussi une question de moyens matériels aussi, pour lancer tout ça. C'est pas évident. Donc, c'est le public qui a été choisi. Et on a misé tout sur le public. Et sur les évolutions, les réformes qui pouvaient permettre aux Corses de reprendre. Et il y a eu des choses, il y a eu des petites avancées, mais des avancées qui sont tout à fait insuffisantes pour sauver la langue corse. En 2005, il y a eu un rapport qui a été commandé par l'Assemblée de Corse, le rapport Fiaduno. Et ce rapport disait, page 14, je me souviens, qu'à défaut d'un statut d'officialité, eh bien, le déclin de la langue continuerait. Et il ne pourrait pas être inversé. Pourquoi ? Mais la co-officialité, ce n'est pas une notion abstraite. Mais vous-même, de 2015 à 2021, vous étiez aux responsabilités. Qu'est-ce que vous avez fait en attendant une hypothétique co-officialité pour la langue corse, pour sa défense ? Nous n'avions pas les leviers institutionnels qui étaient les leviers opérationnels qui étaient entre les mains du président du Conseil exécutif. Nous avons plaidé pour une augmentation des moyens et effectivement, le bilan est mauvais, que ce soit entre 2015 et 2021 ou 2021, entre 2015 et 2021 aujourd'hui, le bilan est mauvais s'agissant de la langue corse. Il est très mauvais. Bon, donc nous avons plaidé à un moment donné à l'interne pour que les moyens soient renforcés. Cela dit, ça n'aurait pas suffi. Pourquoi, encore une fois, on en revient à la question de la co-officialité ? Parce que la co-officialité, c'est le moyen de faire de la langue corse un vecteur de promotion sociale, de promotion professionnelle. Ça veut dire qu'y compris ceux qui viennent de l'extérieur vont placer leurs enfants dans les écoles bilingues parce qu'ils y auront un intérêt. Mais enfin, ce genre de mécanisme, on le connaît parfaitement. Ça a été fait au Pays de Galles, ça a été fait en Catalogne Sud. On sait très bien que si la langue catalane a pu connaître une renaissance à la chute du franquisme, c'est parce qu'elle avait un statut juridique. Encore une fois, c'est un peu court de dire les Corses n'ont qu'à parler le corse. C'est pas ça. En politique, on ne parle pas comme ça. Sinon, il faut dire si les gens sont gentils et s'ils sont respectueux. Je n'ai pas dit ça, c'est un constat. Donc le constat est catastrophique et ça, c'est important aussi en termes de machine à fabriquer des Corses, si on veut utiliser cette image
dont je disais qu'elle était éculée, mais effectivement, la langue, c'est un vecteur d'intégration. Alors, je vais vous interroger sur un sujet dont on parle peu, c'est au plan international. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure. Au-delà du soutien qui est accordé au Kanak, ça, on est dans la logique. Vous avez obtenu le soutien de l'Azerbaïdjan. Une équipe de télévision est venue aussi, et l'Azerbaïdjan qui classe la Corse parmi les territoires français à décoloniser. Nazione est membre du groupe d'initiative de Bakou, je crois. Ça ne vous gêne pas? Parce que l'Azerbaïdjan, on ne peut pas dire que ce soit des amis historiques des Arméniens, par exemple. Et de grands démocrates. Non, mais la manœuvre politique est grossière en plus. Bon, alors, sur cette question-là, moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dans la presse sur cette question-là, et pas seulement moi-même, mais d'autres responsables de Nazione, et des responsables de Nazione. Le mouvement des non-alignés, qui est un mouvement dont nous avons toujours été proches, en tout cas s'agissant des idées, a été présidé pendant ces dernières années par l'Azerbaïdjan. C'est une présidence tournante. L'Azerbaïdjan par son président, qui est un autocrate. Non, mais attendez, qui a été reçu il y a seulement quelques mois en grande pompe à l'Élysée par le président Macron, à qui l'Europe achète du gaz, et Madame von der Leyen a déclaré il y a quelques mois que c'était un partenaire extrêmement fiable. Donc c'est un ami de Rachida Dati aussi. Attendez, on va pas nous faire ce procès. C'est le même procès que l'on a fait au Viet Minh lorsqu'on disait qu'ils étaient entre les mains des Chinois ou des Russes, lorsque le FLN algérien, bien entendu, Mandela, qui était un terroriste entre les mains de l'Union soviétique. Écoutez, chaque fois que l'on met en cause le colonialisme français, eh bien, on trouve ce type d'argumentation fallacieuse. Écoutez, c'est pas ça qui va nous impressionner. Aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que le sort réservé aux Arméniens... Mais nous avons été très clairs, et notre position demeure la même, et nous l'avons répété, y compris dans le groupe d'initiative de Bakou. Nous avons pris position pour l'Arménie, et notre position est la même. Pourquoi? Parce que nous privilégions, il y a deux principes de droit international. Il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il y a le droit des États à leur intégrité territoriale. Alors, vous avez bien compris que nous ne sommes pas pour le deuxième principe, nous sommes pour privilégier le premier, qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que si on privilégie le deuxième principe, effectivement, à ce moment-là, dans l'affaire arménienne, c'est les Azerbaïdjanais qui avaient... Les Azerbaïdjans qui ont envahi le Haut-Karabakh. Oui, non, mais le Haut-Karabakh faisait partie de son territoire au titre du droit international. Majoritairement par les Arméniens. Non, mais moi, je ne défends pas l'Azerbaïdjan. On a la position inverse. Nous avons la position inverse. Nous avons défendu et nous continuons à défendre l'Arménie. Et nous avons choisi, bien entendu, ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour défendre l'Arménie dans ce conflit. Nous n'avons jamais changé de position et nous le répétons, y compris au sein du groupe. Le groupe d'initiative de Bakou est un groupe qui a été créé par le mouvement des non-alignés et auquel participent tous les peuples sous tutelle française, et les principaux mouvements, c'est-à-dire le FLNKS pour la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même pas rien, le Tavini, qui est au pouvoir donc en Polynésie française, le Palima de Martinique, le mouvement du député Castor pour la Guyane. Donc nous avons retrouvé dans ce groupe d'initiative de Bakou tous les peuples que nous recevons depuis des dizaines d'années à nos journées internationales. C'est notre environnement naturel, ce sont nos partenaires avec qui nous avons d'ailleurs des relations fraternelles. Qui est l'Azerbaïdjan et d'autres pays, lorsque nous avons eu notre dernière réunion à Vienne, il y avait des dizaines d'États qui étaient représentés par leur ambassadeur à l'ONU à la conférence qui a été organisée. Des dizaines d'États. De ces États, nous allons en avoir besoin pour nous soutenir parce que nous avons engagé, une démarche que nous avons lancée à l'Assemblée de Corse par l'intermédiaire de Josefa Giacometti-Pireda. Nous avons donc lancé une démarche pour obtenir l'inscription de la Corse sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser de l'ONU, où sont inscrits déjà non seulement la Nouvelle-Calédonie est inscrite, mais la Polynésie depuis 2013. Donc nous avons engagé cette démarche et nous allons avoir besoin de ces dizaines d'États qui sont venus à la dernière conférence et nous allons essayer, je ne dis pas que nous allons obtenir demain, nous allons essayer de faire inscrire la Corse également pour situer notre problème à l'échelle internationale et nous allons le faire avec les partenaires qui seront disposés à nous aider, comme on le fait toujours en matière internationale et en matière diplomatique, comme on le fait toujours. Qu'il s'agisse de mouvements comme le nôtre ou qu'il s'agisse d'États constitués. On arrive en fin d'émission. Alors vous êtes en opposition avec la politique menée par l'État. Mais est-ce que vous reconnaissez
qu'en matière de lutte contre la criminalité organisée, la drogue, le trafic de drogue, le système mafieux, il y a eu enfin une politique cohérente et déterminée qui a été menée depuis quelques mois contre ce système. Et surtout des résultats. Écoutez, ces derniers mois. Je ne sais pas s'il faut se contenter d'analyser ce qui s'est passé ces derniers temps, ou bien s'il faut plutôt regarder ce qui a été fait depuis plusieurs dizaines d'années, parce qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'État français dans le développement de cette criminalité organisée est une responsabilité extrêmement lourde. Pourquoi ? Parce que pendant des dizaines d'années, on s'est consacré uniquement du côté de Paris à la lutte contre les nationalistes, contre nous, et on a laissé prospérer un banditisme parce que le banditisme corse existait, mais il se développait ailleurs. Et là, à partir des années 80, est-ce que c'est positif, ça a été vivre à travailler au pays, comme on disait à l'époque dans d'autres registres. Et la responsabilité de l'État français est considérable dans ce développement-là. Aujourd'hui, il a ce problème et il a la responsabilité de le traiter parce que les autorités corses n'ont pas la police, n'ont pas la justice. En ce qui nous concerne, comme indépendantistes, nous sommes prêts à accepter d'avoir, y compris ces responsabilités-là. Bon, vous mèneriez la même politique ? Les autonomistes ne sont pas d'accord. Nous, on mènerait une politique, effectivement, évidemment, la politique que mènent tous les États de lutte contre le banditisme. Et évidemment que les... Mais qui vous dirait le contraire ? Tous les États, effectivement... Donc vous êtes d'accord avec la politique aujourd'hui en matière de lutte contre la criminalité ? D'accord, je peux vous dire que cette politique, elle est suffisamment trouble pour qu'un certain nombre d'objectifs soit dévoyé. Et je pense que la répression contre les nationalistes ne s'est pas arrêtée en cours de route. Et on le voit. Et on voit aussi la répression aujourd'hui se déchaîner contre nos amis et nos frères kanaks que l'on veut également... sur le plan politique, de la criminalité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la politique judiciaire française est largement aussi orientée vers d'autres domaines. Donc, ce que nous disons pour notre part, c'est que la France a énormément de responsabilités à cet égard. Eh bien, ce sera là, Jean-Guy Talamoni, votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Il y en a bien d'autres questions encore, mais l'histoire n'est pas finie.